Salut! Aujourd'hui c'est le 10e épisode de cette petite série des Bizarreries de France, et si d'habitude on part en pleine campagne, on va chercher des sujets assez reculés, et bien aujourd'hui pour fêter ce 10e épisode on s'intéresse à Paris. On va voir une histoire paranormale liée à l'histoire des rois de France, un fait divers qui a secoué la capitale dans les années 80, et une théorie un peu bizarre, un peu blasphématoire sur l'un des monuments les plus connus de Paris. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. CyberGhost VPN, c'est un réseau virtuel privé qui vous protège sur internet contre les sites malveillants et les hackers en modifiant votre adresse IP et en cryptant votre activité en ligne. Ainsi, avec CyberGhost, vous pouvez modifier votre localisation et accéder par exemple au catalogue Netflix, Prime ou Disney+ de tous les autres pays. Et ce, sur plus de 40 plateformes de streaming, ou encore profiter des meilleures réductions lors de vos réservations d'hôtels. C'est disponible sur tous les systèmes, que vous soyez sur ordi, smart TV, smartphone ou console, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. En plus, CyberGhost ne collecte pas vos données et ne les partage pas non plus, c'est safe et sérieux, ce qui fait que ce service est aujourd'hui utilisé par plus de 38 millions de personnes. Aujourd'hui, avec le lien que je vous mets en description, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, ce qui revient à 2,03€ par mois. C'est satisfait ou remboursé, alors profitez-en. 3 mystères irrésolus de Paris, c'est parti. En 1547, Catherine de Médicis, mariée à Henri II, devient reine de France. À la mort de son mari, suite à une blessure à un tournoi de chevalerie en 1563, elle devient régente jusqu'à la majorité de son fils, Charles IX. L'année suivante, elle décide de faire édifier un gigantesque palais de style Renaissance à un emplacement où se trouvaient des ruines de fabriques de tuiles datant de 200 ans. De ces fabriques, le palais tirera son nom, le palais des Tuileries. Mais le chantier qui s'agrandit est encerclé par tout un tas de commerces, dont celui d'un certain Jean l'Écorcheur, un boucher qui refuse de quitter son établissement et qui considère qu'on ne lui donne pas assez d'argent pour compenser son déménagement. Catherine de Médicis le fait alors exécuter par la main du chevalier Neuville qui, disait-on, fut maudit par la victime. Là, l'histoire et la légende s'assemblent et il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que Catherine de Médicis était très superstitieuse et qu'elle avait une réelle passion envers les sciences ésotériques, comme l'astrologie, si bien qu'elle se forgera une réputation de sorcière auprès du peuple et qu'elle était toujours accompagnée par son astrologue, Côme Ruggieri. Mais un jour, l'astrologue lui confie qu'il a vu, dans le palais, une brume rouge dans laquelle marchait une silhouette ensanglantée et qui lui révéla que Catherine de Médicis mourra près de Saint-Germain. Alors que la construction du palais se terminait enfin, la reine quitta alors précipitamment sa nouvelle demeure et ordonna la construction d'un tout nouveau château, l'hôtel de la reine. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi Catherine de Médicis, pourtant à l'origine du palais des Tuileries, l'a abandonné si rapidement. Si certains historiens estiment qu'elle ne s'y sentait pas en sécurité car il se trouvait en dehors de l'enceinte de la ville, ou bien qu'elle voulait léguer le palais à son fils, beaucoup s'accordent à dire qu'elle quitta l'endroit parce qu'il se trouvait à proximité de l'église de Saint-Germain et qu'elle croyait fermement en la prédiction de son astrologue. Dans Paris, la colonne de Médicis, seul vestige de l'hôtel de la reine et haute de 30 mètres, est une structure dont nous ne savons rien non plus, et qui intrigue encore les curieux qui passent à proximité. Selon les hypothèses, elle aurait pu être une tour de guet, une tour commémorative ou tout simplement un moyen de manifester la puissance de la reine. Mais selon une hypothèse populaire qu'on avait déjà vue sur cette chaîne, il s'agissait autrefois d'une tour astrologique sur laquelle Catherine de Médicis et son astrologue observaient les étoiles. En haut de la tour se trouve en effet une plateforme de 4 mètres sur laquelle sont inscrits les points cardinaux, reliés par un escalier qui donne aux appartements de la reine, ce qui permettait à l'astrologue de ne plus la quitter et de la protéger de la malédiction de l'homme rouge. Comme le veut la tradition, la reine superstitieuse passa donc sa vie à éviter toutes les villes et édifices nommés Saint-Germain. Et, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, elle demanda au prêtre qui veillait sur elle comment il s'appelait, et il répondit « Julien de Saint-Germain ».
Si Catherine de Médicis mourra bel et bien comme l'avait annoncé la silhouette ensanglantée, l'homme rouge des Tuileries continue d'errer dans le palais et d'apparaître afin de condamner diverses personnalités qui y résidaient. Par exemple, on dit qu'il se montra pendant la nuit du 14 mai 1610 lorsque Henri IV tomba sous le couteau de Ravaillac, ou encore le matin qui suivit le départ de Louis XVI pour Varennes où il fut arrêté et où l'on vit l'homme rouge couché dans le lit du roi. Mais ce n'est pas fini. On rapporte aussi que Napoléon recevait la visite d'un esprit familier qui était, disait-on, identique à l'homme rouge. Il serait apparu pour la première fois au Caire peu de jours après la bataille des Pyramides, et il prédit au jeune général sa destinée future. Monsieur de Ségur, dans son Histoire de la campagne de Russie, écrit que l'empereur reçut aussi à minuit plusieurs avertissements mystérieux pendant l'hiver qui précéda la campagne de Russie. Les anecdotes de la cour et l'intérieur de la famille Napoléon Bonaparte, écrit en 1818, rapportent qu'un soir, l'homme rouge des Tuileries apparut à une sentinelle placée dans l'escalier du château et lui demanda s'il pouvait parler à l'empereur. Le soldat lui répondit qu'il lui fallait une autorisation, ce à quoi l'homme écarlate lui dit « Je n'en ai pas, mais allez lui dire qu'un homme vêtu de rouge qu'il a connu en Égypte désire l'entretenir. » Et dès que Napoléon l'aperçut, il s'enferma avec lui dans son cabinet. Que cette histoire soit vraie ou fausse, elle se propagea dans tout Paris, et des gens furent même arrêtés par la police pour l'avoir répétée. Sous la Restauration, l'homme rouge se montra plusieurs jours avant l'assassinat du duc de Berry, et il apparut à Louis XVIII sur son lit de mort. Il semble aussi que la chanson de Béranger, L'Homme Rouge, écrite en 1865 et dans laquelle l'être surnaturel se montre à Charles X à la fin de son règne, a été inspirée par cette rumeur. Le palais des Tuileries fut incendié le 23 mai 1871 par les communards, et à partir de là, plus jamais on n'entendit parler à nouveau de son homme rouge mystérieux, comme s'il avait été incendié avec le reste. Mais qui était-il? Si l'on pourrait penser rationnellement qu'il ne s'agit ici que d'une psychose collective, la rumeur d'un homme rouge errant dans les couloirs amplifiant la paranoïa et les hallucinations des résidents, beaucoup pensaient à l'époque qu'il s'agissait de Jean, l'écorcheur, décidé à se venger de son meurtre. En effet, Catherine de Médicis était à ce moment-là attachée à une légende noire qui lui collait à la peau, la rumeur voulant qu'elle ait fait assassiner le boucher car il avait le savoir d'un secret de la couronne, voire même qu'il était celui qui délivrait des viscères utiles à ses sorts de magie noire. D'un caractère optimiste et jovial, Catherine de Médicis figure pourtant dans la mémoire collective comme l'incarnation de la noirceur, du machiavélisme et du despotisme. Cette désinformation historique s'est longtemps maintenue intacte par la faute des historiens qui ont eux-mêmes véhiculé cette image sans souci d'objectivité. De ce fait, il est possible que toute cette légende se soit formée pour ridiculiser la reine, ou bien pour accentuer ce côté fourbe qu'on lui attribuait. Malgré tout, aujourd'hui, personne ne sait réellement pourquoi la légende de l'homme rouge des Tuileries s'est autant propagée, ni comment cet être surnaturel a réussi à s'immiscer dans plusieurs récits historiques bien différents. Il est un peu plus de minuit quand, le 28 juillet 1988, les Parisiens entendent un vrombissement de moteur qui fait trembler les habitations. Un avion plane au-dessus de la capitale, à une altitude bien trop basse pour être légale et frôlant dangereusement le toit des immeubles. La sécurité civile est très vite prévenue. Elle se met à rechercher le véhicule à l'aide de radars, mais aussi de policiers qui tentent de le prendre en chasse depuis leur voiture. Malgré les moyens mis en œuvre, aucun avion ne sera retrouvé. Comme s'il s'était soudainement évaporé. Bizarre, hein ? Pourtant, l'histoire se répète les 2 nuits suivantes. L'avion réveillera à nouveau les Parisiens sur son passage et les forces de l'ordre n'arriveront pas à l'appréhender. Dès le 30 juillet, l'affaire fait les gros titres dans les journaux et la une des journaux télévisés. La presse la nomme l'affaire du Baron Noir, en référence à Manfred von Richthofen, célèbre aviateur allemand de la Première Guerre mondiale que l'on appelait le Baron Rouge.
Madame, monsieur, bonsoir. Difficile d'affirmer que le ciel d'une agglomération comme Paris soit à la merci d'avions fantômes non identifiés. Depuis la fin juillet, l'espace aérien de la capitale a été violé plusieurs fois, en parfaite illégalité. Durant tout l'été, l'avion fantôme du Baron Noir survole Paris la nuit, les feux éteints pour se camoufler dans les ténèbres, et s'amuse à raser les bâtiments des Champs-Élysées, à passer à proximité de la Tour Eiffel et à effleurer la Seine. L'affaire est sur toutes les lèvres et les Parisiens sont tout aussi effrayés qu'amusés, si bien qu'un défi va naître. Être la première personne à prendre en photo le véhicule, voir son mystérieux pilote. Mais derrière l'amusement des Parisiens, les autorités, elles sont inquiètes. Ces vols clandestins, ils sont interdits par la législation de l'espace aérien. Paris se trouve en zone P, zone complètement interdite pour les vols touristiques à moins de 2000 mètres d'altitude. La sécurité de la capitale est donc compromise. Le ministère de l'Intérieur prend la lourde décision de remettre en place le dispositif de guetteur en usage lors des guerres mondiales afin de mettre enfin la main sur le pilote fantôme qui sera traqué comme un criminel. Une trentaine de policiers sont déployés sur les points stratégiques situés en hauteur de la ville et même l'ambassade américaine vient prêter main forte aux autorités. Malgré tout, le Baron Noir parvient à s'infiltrer dans Paris et à repartir indétecté. La nuit du 11 août, un hélicoptère de l'armée réussit enfin à prendre le criminel en chasse. Il pilote les feux éteints à bord d'un monomoteur Cessna 400, au-dessus de l'université de Jussieu. Mais la course-poursuite se complique quand le Baron Noir prend la direction de l'aéroport d'Orly et se met à foncer sur les pistes. Pour éviter toute collision contre l'un des avions qui circulent, l'hélicoptère abandonne et le Baron Noir disparaît dans l'obscurité. Le ministre de l'Intérieur annonce alors l'opération Vipère. Plus de 300 policiers seront affectés à la surveillance du ciel, aidés de l'escadron d'aviation légère de l'armée de terre, qui ont dès lors comme objectif de prendre en chasse tout aéronef qui survole la capitale. Mais le soir même, le Baron Noir est signalé par les Parisiens sans que l'armée ne puisse y faire quoi que ce soit. Il en sera de même le lendemain. Alors que les autorités sont démunies, le Baron Noir décide de disparaître pour de bon. En effet, il ne sera pas aperçu les 2 dernières semaines d'août et, le 6 septembre, face à l'absence de nouveaux signalements, l'opération Vipère est levée. Le soir même, retournement de situation. Un homme masqué s'invite dans l'émission de Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi sur TF1, et affirme être le mystérieux pilote. Très vite, un certain Albert Maltrait est suspecté. Cet homme avait déjà été arrêté pour s'être posé sur les Champs-Élysées en 1986 et il venait déjà régulièrement sur les plateaux de télévision en tant qu'expert afin de parler de l'affaire du Baron Noir. Albert Maltrait nie l'accusation, puis la confirme. Puis la renie, puis la reconfirme, avant d'être arrêté quelques jours plus tard pour survoler les Champs-Élysées, cette fois-ci en plein jour. Il confie à ce moment-là connaître le Baron Noir, qui serait un ancien membre de l'armée de l'air dont ses expériences et ses connaissances en radar lui permirent de ne jamais se faire identifier, puis quelques années plus tard, il changea à nouveau de version en affirmant être finalement le devenu célèbre Baron Noir. Ouais, c'est chelou. Si certains sont persuadés qu'Albert et le Baron Noir sont bien une seule et même personne, d'autres pensent en revanche qu'Albert n'est qu'un amuseur, qu'il est un fan copieur du Baron Noir qui ne lui arrive pas à la cheville et pour preuve, lui, il s'est fait arrêter. Sa femme le traitait d'ailleurs de mythomane depuis des années. Une hypothèse propose l'éventualité qu'il y ait en fait plusieurs pilotes, ce qui ferait d'Albert Maltrait l'un des membres de ce groupe. Mais certains se demandent si le Baron Noir ne serait pas un terroriste qui cherchait des failles dans la sécurité parisienne, ou bien un agent secret d'un autre gouvernement en mission de surveillance. Cependant, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, rappelle que la matérialité des faits n'a pas été démontrée. Car oui, et ça c'est le plus bizarre, mis à part la chasse du 11 août, tous les témoignages ne relatent que des sons de moteur et jamais personne n'a réellement vu l'avion fantôme. Si avion, il y a donc réellement eu. Selon Dominique Caudron, ufologue sceptique et astronome amateur,
L'affaire du Baron Noir aurait pu tout simplement partir d'un simple bruit qui réveilla les Parisiens, duquel découla une véritable psychose typique d'aéronef fantôme dont tous les symptômes sont présents, de l'entrée en scène des médias à celle des publicitaires, en passant par celle des autorités et celle des humoristes. Il n'y manque que la découverte d'une carcasse d'avion, absence due uniquement au caractère purement urbain de cette vague. Cette hypothèse expliquerait alors comment le Baron Noir pouvait s'infiltrer dans Paris malgré les dispositifs mis en place. Car il n'a jamais existé. On ne sait pas. Au total, la chasse au Baron Noir aura coûté plus de 20 millions de francs qui, au final, furent dépensés pour rien. Plus de 30 ans plus tard, nous ne savons toujours pas si cette affaire provient d'un réel pilote inconnu aux compétences extraordinaires, d'Albert Maltrait ou bien d'une simple psychose d'aéronef fantôme. Tout comme le Baron Noir, le secret de cette affaire reste indétecté dans les ténèbres de Paris. C'est amusant que Christophe de Chavannes puisse le retrouver et pas la police et tout le ministère de l'Intérieur mobilisé. La guerre du ciel aura bien lieu à Paris avec comme enjeu la sécurité des Parisiens pour le plaisir de quelques fous d'aviation. Sur la place de la Bastille, en haut des 46 mètres de la colonne de Juillet, trône fièrement le génie de la liberté. Grande de 4 mètres, la statue dorée représente un génie ailé qui brandit dans la main droite un flambeau et dans la main gauche des chaînes brisées, tout en s'élançant depuis son pied gauche. Surnommé l'ange de la Bastille, le génie semble veiller sur Paris et brandit avec fierté les rappels de la liberté afin qu'elle ne soit plus jamais bafouée. Allégorie masculine, l'œuvre rompt brutalement avec la tradition artistique de l'époque qui faisait de la liberté une figure féminine. Dans la même optique, le génie ne porte pas de bonnet phrygien, attribut pourtant habituel de la liberté. Qui est donc cet ange? D'où vient-il et que fait-il ici? Eh bien, selon les rumeurs, il s'agirait de Lucifer, l'ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et que l'on assimile aujourd'hui au diable. La colonne de Juillet, elle a été édifiée afin de commémorer la Révolution de Juillet, soulèvement de la population française survenu en 1830 qui mit fin au règne de Charles X et permit l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe Ier. Bâtie à l'emplacement de la prison de la Bastille, la colonne est inspirée par la colonne Trajane de Rome et fut dessinée par l'architecte Jean-Antoine Alavoine afin de rendre hommage aux victimes. Sur le fût, leurs noms sont gravés en lettres d'or. D'ordre corinthien, un ordre architectural grec, la colonne de Juillet porte des inscriptions, des couronnes immortelles, des rameaux de chêne, les armes de la ville, le coq gaulois et le lion, symbole astronomique du mois de juillet. C'est à Auguste Dupont que l'on doit enfin la statue qui se dresse sur le chapiteau et qui attise aujourd'hui cette sombre théorie. Et si le génie de la liberté était le diable en personne? Premièrement, Charles X était très croyant, certains le nommaient roi des catholiques, et cet attachement au catholicisme, il ne plaisait pas à une partie du peuple de Paris, qui était plutôt anticlérical, voire anti-catholique. Par exemple, aux funérailles de Louis XVIII, Charles X est habillé en violet, couleur du deuil des rois de France. Mais le bruit va courir que cela prouve qu'il est évêque. Des caricatures vont alors se propager, le montrant en train de célébrer la messe devant les membres de sa famille. Après son expulsion de France, il ne serait donc pas surprenant de faire de Lucifer le symbole de la liberté, synonyme ici de la fin du règne du roi catholique. Deuxièmement, Lucifer, il est le symbole de la rébellion. Ange déchu, il aurait été chassé du paradis selon la tradition biblique pour s'être soulevé contre Dieu. Si sa figure évolua au fil des siècles, faisant passer Lucifer tantôt pour un monstre diabolique, tantôt comme une force de la nature, le 19e siècle voit en l'ange déchu le plus bel ange de la création. Dans son tableau L'Ange déchu, Alexandre Cabanel peint par exemple Lucifer sous les traits d'un magnifique héros grec aux courbes parfaites. Nu, bien constitué et ailé, le génie de la liberté arbore ainsi tous les traits emblématiques de Lucifer. Il est aussi intéressant de noter que dans la tradition musulmane, Iblis fut chassé par Allah pour ne pas s'être prosterné devant Adam.
Iblis est souvent considéré comme un djinn auprès des musulmans et est associé au diable en raison de son exil. Et autrefois, on traduisait le terme djinn par le terme génie, ce qui pourrait là encore nous mettre sur la piste de l'origine du génie de la liberté. Troisièmement, la statue présente toutes les caractéristiques de Lucifer. Tout d'abord, le génie porte une torche, là où Lucifer porte la lumière. En effet, on l'a déjà vu plein de fois sur cette chaîne, son nom provient de lux signifiant lumière et ferré voulant dire porter. Lucifer est ainsi le porteur de lumière que certains appelaient autrefois le fils de l'aube ou l'étoile du matin. L'astre est de plus représenté dans l'œuvre puisqu'une étoile se trouve juste au-dessus de la tête du génie. Ensuite, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit à propos du diable « Je vis un ange descendre du ciel, il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. » Cette chaîne est justement portée par le génie, détruite car l'ange est à présent délivré grâce à la destitution de Charles X. Pour finir, le livre d'Isaïe relate « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Le fait d'avoir placé le génie en haut de la colonne de Juillet, à 50 mètres du sol, prouverait ainsi la volonté d'Auguste Dupont de rétablir la place de Lucifer. Bon, c'est bizarre comme théorie, on est d'accord. Mais est-il vraiment possible que le génie de la liberté soit celui que l'on nomme le génie du mal ? Si on veut rester factuel, il n'y a rien qui vient prouver cette hypothèse, qui ne reste donc aujourd'hui rien de plus qu'une rumeur sans réel fondement. Néanmoins, les ressemblances entre les deux personnages demeurent troublantes. Mais face à une époque où l'image de Satan tend à s'illuminer, faisant de l'ange un libérateur face au dogme de Dieu et un véritable symbole de la connaissance, il n'est pas surprenant d'assister à l'expansion de cette théorie, plaçant de manière déconcertante l'antagoniste suprême des religions les plus pratiquées de France dans le rôle de protecteur de la capitale. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez toujours cette petite série des bizarreries de France. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette émission, s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez voir dedans, qu'on fasse un peu le bilan de ces 10 épisodes. N'hésitez pas non plus à checker le lien dans la description pour profiter de la réduction spéciale de CyberGhost VPN. 2,03 € par mois, c'est une occasion. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. La bise.